Bonjour à toutes et à tous et merci de participer à ce 13e webinaire des générateurs Nouvelle-Aquitaine. Donc je me présente, Juliette Badin, je suis salariée de Sirena et je suis conseillère les générateurs sur le secteur Nord-Aquitaine, donc sur les ex-régions Poitou-Charentes et Limousin. Et je suis également accompagnée d'Eliott Wattès qui est de l'ALEC 33 et qui est conseiller générateur sur l'ancienne région Aquitaine. Donc aujourd'hui, nous allons parler de dialogue territorial. Pour cela, nous allons avoir dans un premier temps une intervention de Cécile Dekens-Delcourst de l'IFRE, qui est formatrice et accompagnatrice dans l'accompagnement de démarches participatives donc à l'IFRE. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'IFRE, donc l'IFRE, c'est l'Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement. Et dans un second temps, on aura le retour d'expérience de François Carbonel, qui est conseiller municipal de Saint-Paul-les-Dax et qui est engagé dans un projet de parc au sol sur sa commune. La société qui porte le projet s'appelle Candat et en fait, elle a la particularité de regrouper plusieurs acteurs publics et citoyens du territoire. On aura un temps qui sera consacré aux questions à l'issue des interventions. Donc, si le timing est respecté, ce temps aura lieu aux alentours de 11h40. Et en attendant, vous pouvez poser vos questions dans le chat au fur et à mesure des interventions, mais vous pourrez aussi prendre la parole directement donc au moment venu. Alors, donc, avant de commencer, je vais vous présenter le réseau des générateurs. Donc, le réseau des générateurs, c'est un réseau qui est financé par l'ADEME, la région Nouvelle-Aquitaine et l'Europe. Et en Nouvelle-Aquitaine, le réseau est porté par le CRER, qui agit donc sur le secteur nord-aquitain, Sirena sur l'ensemble de la région et l'ALEC 33 sur le secteur de la Nouvelle-Aquitaine Sud. Donc, les générateurs, c'est un réseau de conseillers qui donc à disposition des collectivités qui sont là pour fournir un conseil gratuit, neutre pour aider les collectivités, donc élus et chargés de mission, à la réalisation des projets éoliens, solaires photovoltaïques et sur l'hydroélectricité depuis 2025. Nos missions générales, en bref, donc les conseillers sont chargés de structurer et communiquer sur l'offre de conseils, le photovoltaïque et l'éolien. Donc que ce soit par la réalisation de webinaires, par exemple, donc cette année on est au 6e épisode de 2025, mais on en a déjà réalisé les 3 années précédentes. Également par la réalisation de visites de sites. Donc cette année c'était une série de visites agri-photovoltaïques en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine et également par la réalisation de ressources. Donc, on a réalisé un livret photovoltaïque et également, donc nous sommes en train de travailler sur un livret éolien, donc pour outiller élus et chargés de mission de façon pédagogique et pour comprendre tous les enjeux autour de ces filières. Nous sommes également chargés d'appuyer les élus dans leur rôle de facilitateur lorsqu'un projet est initié par un développeur, donc en réalisant du conseil auprès des collectivités, mais également en réalisant des interventions, des journées d'information. On est chargé d'appuyer les élus qui souhaitent développer un projet et aller plus loin. Donc là, que ce soit dans la stratégie territoriale ou également dans le développement de projet. Et enfin, donc on a un réseau régional, mais également un réseau national. Et donc, nous contribuons à ce réseau-là. Donc, que ce soit par la mise en réseau des différents acteurs autour de la transition énergétique, donc les départements, les DDT, etc., mais également avec les autres conseillers générateurs de toute la France. Et donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à consulter le parcours des élus, qui est notre plaquette de présentation pour comprendre comment faire appel au conseil générateur acquis et pour détailler un peu toutes nos missions. Et vous avez également sur la droite notre catalogue d'animation avec un volet technique et un volet appropriation territoriale. Donc, ce sont des animations que l'on peut venir dispenser sur place à votre demande. Et également, je vous invite à retrouver en ligne notre bilan, notre série de webinaires thématiques avec par exemple notre dernier épisode qui était sur l'autoconsommation collective multi-acteurs.
et également donc notre bilan des 3 dernières années en vidéo. Et voilà, j'en ai déjà fini avec la présentation des générateurs. Donc, je vais pouvoir laisser la parole à Cécile qui va nous parler de dialogue territorial et surtout sur donc, ce qu'on entend livré par dialogue territorial. Voilà, je voulais savoir si vous voyez bien mon écran à ce stade. Oui, Oui, très bien. bonjour à toutes et tous. Donc, je travaille à l'IFRE, Association Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement. On est une association implantée en Nouvelle-Aquitaine depuis 30 ans. Et depuis ces 20 dernières années, nous travaillons beaucoup aux questions de dialogue territorial sur les projets où il y a des enjeux au niveau environnemental, beaucoup les projets autour de l'eau, mais aussi les projets autour des énergies renouvelables, ce qui nous a permis à la fois de faire des accompagnements de projets, mais aussi développer des formations sur ce thème. Donc, le thème de l'intervention, c'est, vous avez dit, dialogue territorial, quand les collectivités s'engagent dans la transition énergétique avec les acteurs de leur territoire. Le but de cette intervention est de vous poser quelques petits points de repère. J'interviens parce que l'IFRE est en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine. La région a souhaité nous aider à professionnaliser et à renforcer les compétences des professionnels déjà en place sur l'énergie, qui s'intéressent justement à développer leurs compétences d'animation du dialogue territorial. À ce titre, nous menons plusieurs actions, mais l'intervention d'aujourd'hui se situe dans ce cadre-là du partenariat avec la région. J'y reviendrai à la fin de mon intervention. Donc peut-être tout simplement commencer par les bases. Qu'est-ce qu'on entend par dialogue territorial? Vous-même, peut-être que vous utilisez ce terme. Il y a différentes significations qu'on y met derrière. Pour certains, certaines, le dialogue territorial, c'est plutôt la communication entre les acteurs du territoire, les moments d'échange où on se croise en réunion publique autour des projets. Ben, tout ça, pour certains, ça, c'est ce que vous y mettez derrière le mot dialogue territorial. Alors, nous, on ne peut pas s'empêcher de revenir sur la définition parce qu'elle nous semble importante. Il y en a une définition officielle du dialogue territorial. C'est en fait une approche, le dialogue territorial, qui a été conçue par Philippe Barré, qui est un professionnel médiateur de l'environnement, qui a beaucoup travaillé sur des groupes de concertation, sur des projets avec des gros enjeux environnementaux, des carrières, etc. Donc, Philippe Barré, en tant que professionnel, a pris le temps de développer une méthode qui s'appelle donc le dialogue territorial. Et cette méthode, même aujourd'hui, elle est dispensée dans l'école du dialogue territorial, l'école française du dialogue territorial. Donc ça, c'est important parce que nous, qu'est-ce qu'on y met derrière? Je le précise, donc, quand on parle de dialogue territorial, on parle d'une démarche de concertation sur un projet, énergie par exemple. Là, on va prendre l'exemple d'un projet énergie renouvelable. Une démarche de concertation entre plusieurs acteurs du territoire qui sont concernés par le projet, qui ont un impact, qui vont avoir un impact par l'arrivée de ce projet, par exemple, d'une unité de production d'énergie renouvelable. Et on va chercher à mettre en dialogue, en discussion, en concertation tous les acteurs concernés, y compris celles et ceux qui sont opposés, par exemple. Donc la concertation sur un projet, c'est un processus de dialogue territorial qui a pour but de rechercher des accords. Pourquoi on met les gens autour de la table? C'est bien dans l'idée de voir quels sont les impacts de ce projet pour elles et pour eux, et d'arriver à ce que, ensemble, au sein du groupe de concertation, ils puissent mettre à plat toutes les alternatives possibles, en discuter et ensemble choisir ce qui est acceptable pour leurs différentes catégories d'intérêts qu'ils représentent concernés. Alors, du dialogue territorial, de la concertation, on peut en mettre en place sur différents types de projets dans votre domaine. Ça peut être pour une collectivité
au moment où elle est en train d'élaborer une stratégie sur son territoire, une stratégie, peut-être un programme d'action derrière, peut-être des actions encore plus précises dans le programme d'action, eh bien, à ce moment-là, ça peut être intéressant de mettre en place une démarche de dialogue territorial sur l'élaboration de sa stratégie, de son programme d'action, mais aussi jusqu'à une action précise de ce programme. Alors, si on donne des exemples, ça peut être une concertation autour d'un plan climat et énergie territorial, d'un schéma directeur des énergies. Ça peut être au niveau d'une action, vous souhaitez créer un réseau de chaleur, créer un système une filière bois énergie à partir du réseau de haies qui existe sur le territoire. Vous voyez, ça, c'est des exemples finalement de projets sur lesquels on peut engager une démarche de dialogue territorial, de concertation. Ça peut aller aussi à de la concertation sur une unité de production. Hein. Il y a, là, par exemple, on parlait de Saint-Paul-les-Dax, un collectif de citoyens, d'habitants, d'acteurs du territoire qui décident à un moment donné de développer une unité de production. Ça peut tout à fait être l'occasion de développer une démarche de dialogue. Alors, par exemple, quels sont des sujets possibles de dialogue quand on met en place un groupe de concertation? Il travaille sur un sujet précis, un sujet qui l'intéresse. Ça peut être quels pourraient être les objectifs de production d'énergie renouvelable sur le territoire à 10 ans. Là, on se situe dans une stratégie territoriale, par exemple, et ça peut donc être une question de concertation. Pareil, toujours sur la même veine, quel mix énergétique permettrait d'atteindre les objectifs de production d'énergie renouvelable sur le territoire? C'est un autre exemple de sujet de concertation. Ça peut être, il y a la création d'un parc d'éoliennes en projet, quelles retombées pourraient être envisagées de ce projet de parc d'éoliennes sur le territoire? Ça peut être l'arrivée d'une unité de méthanisation. Imaginez des scénarios d'aménagement de cette unité de méthanisation. Ça peut être également, donc je le disais, comment développer une filière bois à énergie rentable économiquement pour les éleveurs du territoire. Encore un autre exemple, quels impacts environnementaux doivent être pris en compte dans le projet de parc d'éoliennes qui est en cours de création. Donc là, on vous donne à voir un peu des exemples de sujets que l'on met au cœur de la discussion. Alors, quand est-ce qu'on recourt au dialogue territorial? La chose importante à dire, même si on aimerait que ça soit une démarche, une méthode de travail systématisée parce qu'elle amène des vraies plus-values, pour autant, nous, en tant que professionnels du dialogue territorial, on soutient qu'on ne met pas en place une démarche de dialogue territorial sur tout. D'abord parce que ce n'est pas systématiquement nécessaire et parce que, l'autre raison, c'est que si elle est mal conduite, ça va créer des précédents dans les relations entre les acteurs du territoire qui pourront avoir des effets négatifs à long terme sur d'autres projets. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va quand même vous dire aussi quand est-ce que ça peut être intéressant de mettre en place un dialogue territorial. Le dialogue territorial, c'est tout simplement, on a un projet en cours de création de parcs photovoltaïques. On aimerait améliorer la qualité de nos décisions, nous qui portons ce projet. Donc, on recherche finalement des avis, des idées, des conseils, des aspects auxquels nous, on ne pense pas en tant que porteur de projet à prendre en compte dans le projet. On cherche à améliorer la qualité de la décision. Et puis, l'autre raison qui peut y avoir, qui peut expliquer qu'on recourt au dialogue, c'est qu'on a un projet, par exemple, d'unité de méthanisation qui arrive, ça va engendrer certains problèmes pour la population, de trafic routier, de peut-être d'odeur, etc. Et on ne sait pas trop comment résoudre ces problèmes-là. Donc, on a besoin d'élaborer ensemble, collectivement, des solutions aux problèmes qui posent souci aux parties prenantes, aux personnes concernées, pour que finalement ces solutions soient acceptées
je dis bien ces solutions soient acceptées par l'ensemble des catégories d'intérêts concernées. Donc, en gros, si on le résume, globalement, une démarche de dialogue permet à la sphère qui décide, ça peut être des élus qui sont en train d'adopter une future stratégie de développement de l'énergie sur le territoire, un plan climat et énergie territoriale. Donc la sphère des élus, par exemple, ou le porteur privé, donc la sphère de décision, elle s'appuie sur de l'expertise technique pour avancer sur son projet. Elle fait appel à tout un tas de personnes qui ont des expertises juridiques, techniques, dans l'urbanisme, etc. Donc, l'idée du dialogue, c'est que, en plus de ces deux sphères-là, on vienne aller chercher la sphère des parties prenantes, c'est-à-dire des personnes qui, localement, sont concernées par le projet et qui vont amener leur propre expertise, dite expertise d'usage. Ça, c'est un petit peu notre jargon. Voilà, donc on va aller chercher d'autres personnes que les experts techniques et les décideurs et les décideuses autour de la table. Voilà, donc quand on parle de parties prenantes qu'on va aller chercher sur le projet, vous êtes un porteur privé, vous voulez développer une unité de production d'énergie renouvelable, on va vous inviter à aller associer les collectivités territoriales sur votre projet, les communes, les intercommunalités, parce qu'elles ont à agir sur ces questions. Elles ont même parfois des compétences directes sur le sujet. Elles sont partie prenante. On va vous inviter à aller aussi chercher des personnes qui vont, par exemple, être actrices au moment où le projet sera réalisé. Si on prend un plan climat et énergie territoriale, au moment où on le réfléchit, on va par exemple avoir tout un volant d'action sur la mobilité sur le territoire. Changeons nos modes de déplacement sur le territoire. Ben oui, mais changer ces modes de déplacement, c'est pas que les élus que ça concerne les citoyens, les habitants. Donc, c'est important par le dialogue d'aller les chercher en amont, ces habitants et ces citoyens, pour voir avec eux comment ils sont éventuellement en mesure de changer leurs habitudes, ce dont ils pourraient avoir besoin pour le faire. Ça peut être aussi donc, des personnes qui ont un intérêt sur le projet direct. On pense aux riverains immédiats. Vous allez installer des éoliennes à un endroit, ça va avoir des conséquences pour les riverains, les propriétaires fonciers immédiats. Ça peut avoir des conséquences aussi pour les entreprises locales, la profession agricole, par exemple. Donc, c'est tout ça qu'on appelle, nous, partie prenante, et qu'on cherche à réunir autour de la question qu'on met au cœur du dialogue, au regard des questions que je vous ai données en exemple. Voilà, donc au-delà du principe de décider et de communiquer sur sa décision, nous avons décidé de créer un parc photovoltaïque à Saint-Paul-les-Dax et nous communiquons sur la création de ce projet. Eh bien, le dialogue, c'est quelque chose qui vient se passer en amont de tout ça pour améliorer finalement le projet qui va être décidé. Donc, on est vraiment sur une étape en amont des décisions. Voilà, et pour ça, on mène des réunions de concertation, on construit ensemble autour des problèmes que ce projet va peut-être soulever, mais aussi autour des bénéfices qu'on peut peut-être exploiter encore plus dans le projet. Alors, on disait tout à l'heure, on ne peut pas mettre en place du dialogue territorial sur tout, ça nécessite des conditions. Là, maintenant, je vous présente un peu les conditions dans lesquelles on peut mettre en place le dialogue, que ça va marcher. À l'inverse, par la négative, vous déduirez du coup là où ça ne marchera pas et où il ne faudra pas y aller. Donc, ça marche quand le porteur du projet, la collectivité, son plan climat et énergie, le porteur de projet de parc photovoltaïque est sincère dans sa démarche. Ça veut dire quoi être sincère? C'est qu'il attend vraiment des propositions sur son projet. Il est prêt à laisser une partie de la page blanche pour discuter, pour façonner le projet avec les autres acteurs.
Ça, c'est ce qu'on appelle donc la démarche de sincérité. Il attend des propositions. Il est convaincu que s'il ne fait pas ça, il va passer à côté de certaines choses. Il s'engage aussi dans la sincérité à rendre compte. Il est décideur. Et dans le système démocratique et dans le système de gouvernance démocratique, c'est important que les personnes qui prennent la décision soient libres des décisions qu'elles prennent. Par contre, qu'elles rendent compte aux gens qui ont été associés au projet de ce qu'il y a été décidé, comment les avis qui ont été émis dans le groupe de concertation ont été pris en compte ou pas. Ce n'est pas un souci, hein. C'est possible de dire ça, on n'a pas pu le prendre en compte, mais c'est important de s'engager sincèrement dans un rendu compte de la décision vis-à-vis des personnes qui ont participé. L'autre condition, c'est que, je le disais, la page blanche, c'est que le porteur de la démarche de dialogue laisse des marges de manœuvre. Si tout est bouclé, si tout est ficelé, ça n'est pas la peine d'engager une démarche de dialogue. C'est coûteux, d'une part, pour vous, en tant que porteur de projet, ça coûte de l'argent, ça va coûter du temps aux gens qui vont venir en réunion, et ils vont le faire généralement bénévolement, et tout ça alors qu'en fait, on savait dès le départ qu'il n'y avait plus de marge de manœuvre. Donc, c'est important d'avoir ces marges de manœuvre et des marges de manœuvre importantes aux yeux des gens qui sont partie prenante. Donc, je ne reviens pas sur la définition de partie prenante. C'est-à-dire que si c'est pour leur demander juste la couleur des éoliennes, c'est peut-être pas ça dont les gens ont envie de discuter. Vous voyez, ça peut être plutôt des aspects autour du nombre d'éoliennes, de la hauteur des éoliennes, de leur emplacement géographique. Voilà, si vous vous mettez en discussion la couleur des éoliennes, bon, bah, c'est pas la peine en fait de y aller. Hein, je suis peut-être un peu incisive, mais c'est pour que vous compreniez bien le sens des conditions à réunir. Alors, autre chose importante aussi, pour que le dialogue fonctionne, c'est important que dans le groupe de concertation, on retrouve les parties prenantes, quelle que soit leur position sur le projet, c'est-à-dire y compris des gens opposés au projet. Parce que sinon, en fait, on ne va pas traiter ce qui fait problème sur le projet. Et comme le but dans un groupe de concertation, c'est de ne pas avoir peur d'aborder les problèmes et au contraire, les examiner, les comprendre, les décortiquer. Et pour arriver à trouver des solutions, si on ne met pas les opposants au projet dans le groupe de concertation, ça ne va pas, on va passer à côté de quelque chose en fait. On va avoir des propositions, mais on aura toujours de l'opposition. Et enfin, les conditions, c'est la dernière des conditions, c'est que les propositions qui vont être étudiées dans le groupe de concertation, qu'elles puissent relever d'une logique de gagnant-gagnant. Ça veut dire qu'à la fin de la concertation, chacune des personnes qui est venue dans le groupe de concertation y voit un avantage pour elle d'avoir participé aux propositions collectives. C'est-à-dire que ce qui va être proposé, chacun, chacune est OK avec les propositions et trouve que ça fait sens. Voilà la dernière condition, donc essayer de s'inscrire dans une logique de gagnant-gagnant. En bref, la concertation n'est pas systématique sur un projet, le dialogue n'est pas systématique. On le mène lorsqu'il y a besoin d'améliorer les décisions qui portent sur des aspects significatifs du projet aux yeux des acteurs qui sont concernés par ce projet. Les propositions seront des propositions travaillées dans un groupe de concertation collective et qui sont du coup déjà acceptées par les acteurs du territoire. Elles répondent à une logique de gagnant-gagnant. La concertation est voulue, attendue par la personne qui lance le dialogue et cette personne s'engage à la prendre en compte dans la suite du sujet et elle rendra compte de ce qu'elle a pris en compte. Voilà pour les bases de ce que c'est que le dialogue territorial. Donc, pour aller un petit peu plus loin, si ça vous intéresse, donc, je peux peut-être vous passer, ou je ne sais pas, Juliette, si toi, tu as la possibilité de le passer dans la zone de chat.
Le lien vers une expérience à l'IFRE, on a accompagné un projet d'énergie renouvelable jusqu'au bout dans sa concertation et un projet qui s'est très bien passé en termes de dialogue sur le territoire. C'est l'unité de méthanisation portée par la SAS agricole Déméter Énergie qui se trouve à Mosée-sur-le-Mignon dans les Deux-Sèvres. En 2017-2018, nous avons accompagné ce projet porté par 16 agriculteurs, des éleveurs et agricultrices, des éleveurs et des éleveuses du territoire. Donc, on en a fait un témoignage. Donc, il y a Vanessa Baudrier-Paya qui est l'agricultrice, une des agricultrices du projet, a bien voulu accepter tout dernièrement de faire un témoignage quelques années après sur son regard de ce que ça a permis la concertation, ce que ça a apporté à leur projet qui n'avait pas du tout pensé au départ, par exemple. Donc, la logique de gagnant-gagnant, y compris pour le porteur de projet. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, en espérant que le lien marche, parce que Isabelle de la région, qui est avec nous aujourd'hui, m'a signifié que le lien ramait. Donc, j'espère qu'il fonctionne. Sinon, on reviendra vers vous. N'hésitez pas à aller écouter la parole d'un porteur de projet sur l'intérêt de mettre en place du dialogue. Et pour finir, vous dire que je vous évoquais qu'on est en partenariat avec la région parce qu'on a vraiment, on sent que les professionnels de l'énergie ont vraiment tout le panel de compétences techniques. Ça, il n'y a aucun doute. C'est des très, très bons techniciens et techniciennes pour accompagner le développement des ENR en Nouvelle-Aquitaine. Par contre, la compétence d'animer le dialogue sur le territoire, ça, c'est d'autres types de compétences et que il y a besoin aujourd'hui de renforcer un peu la connaissance, déjà ne serait-ce que la connaissance de c'est quoi les compétences qu'on met derrière le dialogue territorial, à quel moment ça serait intéressant sur le projet que je porte d'avoir recours au dialogue. Donc on est convaincu avec la région que c'est important que cette notion, cette méthode du dialogue territorial, elle puisse venir aux oreilles des professionnels des projets d'énergie. Et donc, en partenariat avec la région, on développe un certain nombre d'actions, comme par exemple d'intervenir dans ce webinaire aujourd'hui. On en fait d'autres aussi. Mais ce que je voulais donc vous donner à voir, c'est qu'on est en train à l'IFRE de construire une boîte à outils méthodologique avec des ressources, des fiches retour d'expérience, des points de repère, c'est quoi la consultation, la concertation, la formation, quelle différence on peut faire entre tout ça, comment on s'y prend quand on veut mettre en place un dialogue. Bref, on est en train de boutiquer une boîte à outils qui va être diffusée au début d'année prochaine. Donc, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à venir vers nous, IFRE. Bien sûr, Sirena relayera cette boîte à outils. Vous ne serez pas sans l'avoir passée en début d'année prochaine dans les différentes communications qui seront faites. Vous dire également que si ça vous intéresse, alors en cette période en plus un peu particulière où il y a bientôt les élections municipales, où il va y avoir des nouvelles équipes d'élus qui vont arriver, si vous souhaitez vous former, la région finance pour les élus et les techniciens, techniciennes de collectivités la prise en charge donc d'une formation de 2 jours qui aura lieu le 26 et le 27 février donc dans très peu de temps à Poitiers. Les inscriptions vont être possibles là dans les 10 jours qui vont arriver. L'intitulé de la formation s'appelle de la consultation à la concertation pour une meilleure élaboration des projets de transition énergétique. Donc, cette formation va revenir sur la notion du dialogue qu'on vient d'évoquer ensemble. Elle va vous permettre d'aller un petit peu plus loin et de mieux comprendre la différence qu'on peut faire entre différentes démarches participatives, comme une consultation, comme une concertation. Elle est menée et animée par l'IFRE et vous serez vraiment dans cette formation ramené à vos réalités. C'est-à-dire qu'on va vraiment parler de vos projets, vos situations pour que ce qu'on vous apporte puisse vous être utile
et vous éclaire dans vos problématiques. Voilà, et que si vous avez des questions autour du dialogue territorial, de la concertation, donc, n'hésitez pas à nous contacter. Juliette, je ne sais pas si j'ai débordé du temps. J'ai essayé de faire court et synthétique. C'est pas facile pour moi comme exercice. Non, pas de souci. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention et puis pour la présentation de l'offre de l'IFRE. Et je vous propose donc d'enchaîner directement avec la présentation de François Carbonel qui va nous parler de Candat. François, à toi la parole. Merci. Je vais essayer de mettre la présentation à ma diaporama. Voilà. Bonjour donc à tous, à toutes et tous. Je me présente donc François Carbonel. Je suis élu depuis peu puisque ça fait 1 an et demi maintenant que je siège au conseil municipal. J'étais sur la liste bien entendu en 2020. Et donc je suis monté parce que j'étais 31e et donc bah, on est au bout de la mandature et il y a eu pas mal de défections avant. Le projet Candat, c'est une centrale photovoltaïque au sol de 5 mégawatts. Euh, on va essayer de balayer la présentation. Donc, c'est sur le territoire de la commune de Saint-Paul-les-Dacs. C'est un ancien site d'enfouissement et de stockage de déchets, qui a été libéré. Et donc, il était prévu de le dédier à la production d'énergie renouvelable dans le PLUI et il a été libéré de sa fonction d'enfouissement en octobre 2021. Et donc, quand on est arrivé à la municipalité en 2020, on a trouvé ce projet. On étant la municipalité, et je travaillais avec eux en tant qu'expert sur les énergies, en tant qu'ancien d'Enedis. Donc, on a trouvé ce projet, on a trouvé des propositions de développeurs privés, on en avait 7 ou 8, on en a reçu 3 ou 4, en leur disant que voilà, on était très intéressés par leur offre, hein, et donc ils disaient voilà, on vous loue le terrain qui était propriété de la commune, on vous loue le terrain et on va s'occuper de l'équiper. Et donc, au niveau de la municipalité, on a dit OK, ça nous intéresse, mais on voudrait être associé au projet. Et ben, on les a vus une fois quand on leur a dit ça, et ils sont pas revenus vers nous. Donc, on s'est retroussé les manches. Et donc, alors, cette diapo, ça présente le contexte politique de la région, donc, enfin, de la commune. Donc, en arrivant en 2020, 30 propositions autour de réduction des consommations d'énergie, production d'énergie renouvelable. On a voté, donc, le conseil, alors j'étais pas à l'époque, hein, Saint-Paul, ville à énergie positive dès l'horizon 2030. Ça, c'était une ambition. Et donc, l'ancienne déchetterie de Saint-Paul, donc, que sont placés ENR, donc, était disponible. Donc, on a repris le projet par la municipalité et un collectif citoyen. On a recherché un partenaire via Sirena. Sirena nous a bien accompagnés à ce moment-là et nous a mis en relation avec Enercop. Enercop, c'est donc la coopérative qui travaille dans les énergies renouvelables, le fournisseur le plus vert de France, classé par les ONG. Et donc, on partage beaucoup de valeurs avec eux. Et donc, on a commencé à développer le projet en commun avec Enercop. Et là, je dois dire que ça a été vraiment un co-développement avec eux, hein. Donc, au début, donc, la commune a mis à disposition un chargé de projet qui a impulsé fortement. Puis, à son départ, le DGS a été investi. Le maire suit le projet. Donc, il y a une réunion mensuelle avec l'équipe projet. Il y a un collectif citoyen donc, qui a été composé d'élus, de non-élus, pas forcément proche de la majorité municipale, et aux compétences variées, hein. On a un enseignant avec nous, on a un spécialiste des énergies renouvelables, il travaillait chez INEO, donc c'est une ressource extrêmement précieuse sur tous les aspects techniques parce que il a fait ça les 15 dernières années, donc il est très très fort là-dessus.
Et puis, on a un avocat, c'est le président de la SAS, donc la société de projet qu'on a montée pour développer le projet. Enercop, on a bénéficié d'une jeune chef de projet, Morgane Bénard, qui bénéficie donc de l'appui de sa structure, c'est-à-dire qu'elle avait des gens auprès desquels se retourner. Et puis, il y a une énergie partagée via Sirena. Et donc, on a un chargé de projet expérimenté qui éclaire très, très bien l'équipe. Et donc, ça, c'était le point de départ. Et donc, on a passé 3 ans à développer ce projet afin d'aboutir au permis de construire. Alors, sur le détail du projet, donc, on a un terrain qui fait 10 hectares. On prévoit d'en équiper 5 pour le photovoltaïque. Pourquoi 5 au lieu de 10? Pour respecter les contraintes environnementales. Il faut savoir qu'au départ du projet, on a mis 3 valeurs essentielles dans le projet. C'est d'une part, respect de l'environnement, d'autre part, projet local, on le veut le plus local possible. Donc, quand on choisit nos prestataires, on fait appel la question de distance par rapport à Saint-Paul est une question un critère de choix, et d'autre part la citoyenneté. Et donc il faut que les citoyens aient les manettes, que ce soit via l'équipe municipale, via le groupe de travail qui a été mis en place. Donc la puissance qu'on va installer, avec 5 hectares, on va installer 5 mégawatts, c'est-à-dire environ 2500 foyers hors chauffage. Et donc ça fait 7300 panneaux solaires, c'est juste pour donner un ordre d'idée. Donc, au départ, phase d'émergence, donc on a la commune de Saint-Paul, les Dax, on a qui participait. En gros, les 3 participants ici qui ont mis des euros au départ, donc il y a Saint-Paul, Enercop et Énercité, c'est-à-dire le bras armé d'énergie partagée, ont mis chacun un tiers des 120 000 euros du budget de développement. Budget qui, il faut le noter, était respecté. Voilà, donc on a vraiment une équipe qui a très très bien fonctionné. Et alors, dernier point, donc on a fondé une association, Transition énergétique Saint-Paul, qui regroupe le groupe citoyen, qui anime le groupe citoyen, qui est le relais de ce groupe. Le coût de la construction, environ 4 millions d'euros. En termes de financement, donc il y a 20% de capitaux propres, environ 1 million d'euros, ce sera un peu moins, et 80% de capitaux empruntés auprès des banques. Donc, dans le million d'euros, donc, il y a 300 kilos euros qui viennent de la commune de Saint-Paul, donc sur fonds propres. Et il y a une participation citoyenne qui est prévue actuellement. Donc, on a un objectif de 100 kilos euros qui est très ambitieux, hein. Actuellement, on est à 37 kilos euros, un peu plus du tiers, et on espère que ça va encore monter. On n'a pas un besoin énorme de financement de la part des citoyens. Par contre, on a un besoin énorme d'implication. Et le fait qu'on ait une centaine de citoyens qui se soient investis là-dedans, vraiment, ça donne du sens au projet, d'une part. On a des relais pour porter le projet auprès de la population et pour nous remonter des idées, des pistes, des informations. C'est vraiment ça qui est recherché. Et puis on cherche l'implication des citoyens dans euh, dans la reprise en main de l'énergie. On a énergie partagée qui doit mettre au moins 200 kilos euros et le complément pour compléter ce qu'on ne fera pas sur le financement citoyen. Enerland, donc, qui est l'émanation du département, c'est une SEM départementale, hein, émanation du Conseil départemental des Landes. Et on a Terra Énergie, qui est l'investisseur de la région, donc qui est le porteur également de finances et de compétences fortes pour l'animation de projet. C'est vraiment une ressource en matière d'une part de finances et surtout de compétences pour monter un projet comme celui-là. Voilà, donc on a uniquement des acteurs qui sont ou publics ou citoyens. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un projet public et citoyen. Euh, on va parler donc donc en résumé, donc centrale publique et citoyenne, ok. Les bénéfices pour la commune, c'est un ancrage territorial. On a un choix d'acteurs locaux pour l'étude à la construction.
On a la chance d'avoir sur Saint-Paul le cabinet qui nous a fait l'étude environnementale. C'est un gros morceau, hein. Et le fait de l'avoir sur place, ça légitime d'une part et d'autre part, ça facilite les choses. On est aussi dans la recherche d'une boucle d'autoconsommation locale. On ne va pas trop en parler, mais enfin, on a cette ambition d'avoir une partie de la centrale qui puisse alimenter une boucle d'autoconsommation locale. On a une gouvernance partagée. Alors ça, c'est quelque chose qui marche très très bien. On a 5 acteurs, donc on l'a vu tout à l'heure, depuis la phase de construction. On a 5 acteurs qui sont donc la mairie, le département, la région, Énergie partagée et les citoyens. Et ces 5 acteurs arrivent à prendre des décisions à l'unanimité jusqu'à voilà. Toutes les décisions jusqu'à présent ont été prises à l'unanimité. Donc, gouvernance partagée, respect de l'environnement. Donc, on a respecté les espèces protégées au maximum. C'est pour ça qu'on n'a que 5 hectares qui ont été mis en œuvre. Et d'autre part, on a une démarche non spéculative, on a un contrat de vente non spéculatif avec des acteurs qui partagent nos valeurs. Donc, c'est un contrat, on a fait un appel d'offres auprès de la Creux. Et donc, ça, c'est un aspect qui fait que ça stabilise le marché de l'électricité. Parce que si les prix augmentent, nous, on ne sera pas rémunérés davantage. Et donc, on contribuera à stabiliser le marché de l'électricité. Voilà, donc j'ai fait le tour de la présentation. Euh, Juliette, je te rends la main. Ouais. Bah, merci beaucoup François, c'était super intéressant. Il est 45, on a presque respecté le timing. Est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, aurait une question à poser à François ou à Cécile? Non? Bon, si personne souhaite prendre la parole, moi j'avais déjà une question quand même pour François parce que je sais qu'une partie de notre audience côté générateur, ce sont des chargés de mission de communautés de communes. Et peut-être est-ce que tu peux quand même revenir sur le rôle de la communauté de communes et après on laissera la parole à la personne qui vient de lever la main. La question, c'est pour moi, c'est ça? Oui. Est-ce que Alors, tu peux il- repréciser vos ouais. relations avec la communauté de communes? Alors, en plus, ça tombe bien, il y a des gens du Grand Dax qui assistent à la visio. Donc, ça permet de clarifier les choses. En fait, nous avons présenté le projet à la commune d'Aglo, en l'occurrence. Et donc, ils nous ont dit, bon, ben, OK, on n'est pas, on n'est pas partie prenante dans le projet. On l'a présenté au président il y a 2 ans maintenant, qui nous a dit, bon, ben, c'est bien, continuez. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Nous, c'est la communauté de communes Élan. Enfin, moi, j'ai deux questions. Vous n'avez pas voulu associer aussi des entreprises qui pourraient prendre part au capital? Et deuxième question, une fois que le projet vit, il faut une personne morale organisatrice ou pas? Et est-ce que vous avez trouvé en local? Comment est-ce que ça se passe? Et pareil pour la maintenance, c'est-à-dire que c'est bien joli d'avoir un grand parc solaire, mais moi, j'ai pas les services techniques. Donc voilà, comment est-ce que ça se passe pour que ça se passe le mieux possible surtout? Ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'effectivement, on a monté une société de projet, une SAS, capital donc à 120 000 euros, qui, à la personne morale, hein, bien entendu, sera le propriétaire de la centrale. Et donc, qui aura la responsabilité de l'exploiter. Et donc, bon, on va tout traiter, hein. De toute façon, il y a pas de salariés hein, dans cette SAS. Et donc, on- c'est la société qui prend la responsabilité d'exploiter la centrale sur les aspects commerciaux, sur les aspects techniques, etc. Et alors, ça pose une question qu'on commence déjà, d'ores et déjà à se projeter, c'est que vous avez remarqué un petit peu la couleur des cheveux. On a très très peu de gens qui ne soient pas à la retraite et qui sont avec nous. Et ces gens-là, en général, sont assez occupés et donc n'ont pas la possibilité de s'impliquer. Et donc, on se pose effectivement la question de la pérennité de cette SAS.
Et donc, bon, c'est un enjeu. Bon, voilà. Ceci dit, dans la SAS, il y a quand même des acteurs qui sont des acteurs professionnels. Il y a Énergie Partagée Investissement, qui est Énergie Partagée, c'est une structure nationale. Il y a des salariés dedans. Il y a Enerland, donc qui a des compétences fortes et a priori une pérennité dans la mesure où effectivement la région, je ne vois pas, je ne pense pas qu'elle ait dans ses ambitions de se désengager de ce domaine. Et le département, la SEM et Néerlande, qui est également un acteur très, très important et donc qui, qui va assurer forcément une stabilité. Là où on est plus inquiet, effectivement, c'est sur la pérennité de l'équipe citoyenne locale. Et juste du coup sur le fait d'associer des entreprises ou pas dans le Alors oui, projet, notamment à la fois dans l'investissement et éventuellement dans les consommations derrière. alors, on est en relation forte avec Enercop. Enercop n'a pas pu rester au capital dans la mesure où nous faisions appel à un tarif, entre guillemets, bonifié par l'État. C'est-à-dire que le contrat qu'on a avec la Creux, c'est une forme de bonification. Comme Enercop bénéficie par ailleurs d'autres soutiens de l'État, ils ne pouvaient pas rester au capital avec nous. Donc, ils sont sortis et donc ils ont été remplacés par Enerland et Terra Energy. Et alors, les entreprises privées, alors les constructeurs, on n'a pas eu une forte demande. Les fournisseurs, enfin, le projet est quand même relativement connu et on n'a pas eu de sollicitation à entrer au capital. Même pour des entreprises locales, parce qu'au-delà des entreprises du secteur énergétique, est-ce que des entreprises locales de votre commune qui n'ont aucun lien avec l'énergie de base ont été sollicitées et ont montré un intérêt? Alors, ça c'est une autre question. Donc, dans notre montage, il y a une société citoyenne qui s'appelle CIR 40, citoyenne d'investissement énergie renouvelable, qui accueille donc les acteurs citoyens d'une part et éventuellement potentiellement entreprises. Et il y a actuellement, nous avons deux personnes morales qui ont pris des parts de cette société, c'est la CIR 40. Et donc, on est en relation avec le club des entreprises saint-pauloises. On communique le plus possible sur le sujet, en particulier avec les CCI. Et donc, on communique là-dessus pour intéresser les entreprises à à cette centrale. Il faut quand même voir une chose, c'est quand même que c'est une démarche qui a une rentabilité qui n'est pas énorme. Notre TRI, a priori, va tourner aux environs des 5-6%. Ça ne passionne pas les investisseurs en tant que production. C'est plus une démarche citoyenne, environnementale qu'une démarche financière. Alors nous, on a des acteurs qui, échaudés par les dernières années, donc des industriels, hein. Donc concrètement, chaudronnerie industrielle ou abattoir privé, qui nous disent qu'ils aimeraient bien figer le prix de l'électricité. Et donc on n'est pas dans un TRI, on est juste dans le fait d'avoir un prix bas, figé. Et voilà. Et alors, à quel prix est-ce que vous vendez l'électricité? Donc, ça, c'est une donnée, je n'ai pas très envie de la communiquer, je suis pas sûr d'en avoir le droit. Disons que c'est sur des prix marché, enfin c'est sur des prix d'appel d'offres de la Creux, donc c'est entre 75 et 85 euros du mégawattheure, 8 Ok. et quelques centimes du kilo. Alors par rapport à la question précédente, qui était sur l'intérêt de stabiliser les prix pour des industriels. Ça, c'est quelque chose qui peut marcher et qu'on a en tête pour l'option que nous n'avons pas fermée, qui est de réserver une partie de la centrale pour une boucle d'autoconsommation locale. Et ça, effectivement, ça permettrait de fournir à des acteurs locaux de l'énergie à prix stabilisé. Mais alors, je disais, on n'a pas fermé l'option, mais enfin, légalement, pour l'instant, on n'a pas le droit.
clairement. Vous savez qu'une boucle d'autoconsommation, il y a un périmètre qui est de 2 km quand on est dans un territoire urbain, et Saint-Paul est un territoire urbain. Ce qui fait que, vu l'endroit où est la centrale actuellement, dans le périmètre des 2 km, il y a des pins. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci François pour les réponses aux questions. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Cécile ou à François? S'il n'y en a pas, moi j'avais une question pour Cécile, puisque tu as parlé de la formation pour les chargés de mission. Et côté générateur, nous, on est souvent appelés quand même sur des cas où on a des projets qui posent problème, notamment éolien avec la population. Et donc, est-ce qu'on fait appel à l'IFRE ou est-ce que, par exemple, si le chargé de mission se forme, participe à la formation qui aura lieu en 2026, février 2026, il me semble, est-ce que le chargé de mission est compétent pour remplacer l'IFRE? Oui, alors c'est effectivement un premier niveau de solution, c'est déjà de se former soi-même à la fois à la méthode, aux compétences à mobiliser. D'ailleurs, à Sirena, il y a déjà eu de tes collègues, Juliette, qui se sont formés au dialogue territorial. Je pense à Colin en particulier, qui a pris le temps de vraiment bien se former à ce sujet. Je vois, parce qu'on est basé à Mel, dans les Deux-Sèvres, et qu'il y a un projet d'énergie citoyen sur Mel qu'il met en pratique effectivement ces aspects-là. Donc, je dirais que c'est tout à fait possible de se former pour au moins déjà avoir la capacité à se poser les questions au moment où c'est important de se les poser sur est-ce qu'il faut mettre en place une démarche de dialogue. Donc déjà d'avoir cette compétence-là, de repérer que c'est le bon moment, de repérer éventuellement qui mettre autour de la table, de repérer des sujets qui devraient être mis en discussion. Après, la capacité à animer la concertation, c'est autre chose, parce que c'est clair que ça demande plusieurs réunions de travail avec les acteurs du territoire, qu'il est important d'être neutre dans l'animation, c'est même fondamental, que l'organisme qui anime soit réellement neutre, ne prenne pas parti par rapport à l'ensemble des intérêts qui sont autour de la table. Donc c'est vrai que là, à ce moment-là, je dirais que Sirena pourrait, s'il le souhaitait, parce que bon, il a une neutralité relative quand même, animer les temps de réunion de concertation, même si quand même, en tant que Sirena, vous souhaitez le développement des énergies citoyennes, donc ce n'est pas totalement 100% neutre, mais enfin, il y a quand même une grande part de retrait par rapport au projet en question, donc ça amène des conditions de neutralité déjà suffisantes. Mais c'est vrai que si, par exemple, une communauté de communes, là, je vais reprendre l'exemple de Déméter Énergie. En fait, Déméter Énergie, c'est l'agglomération de Niort qui a conseillé à ce porteur privé de s'appuyer de compétences extérieures de concertation et qui l'a orienté vers l'IFRE. On aurait pu imaginer que la communauté d'agglomération, elle fasse ce rôle d'animation sur le territoire des réunions. C'est vrai qu'elle n'était pas directement impliquée. On aurait pu avoir une personne qui anime. Voilà, bon, après, il faut avoir la compétence en interne dans la collectivité pour le faire. Donc, je dirais que si, peut-être, vu qu'il y a aussi les élections qui arrivent, je m'adresse aussi à des élus, c'est que pour les années à venir, si dans vos équipes, il y a un, deux techniciens, techniciennes qui ont les compétences pour, n'étant pas impliqués sur le projet, venir amener des compétences d'animation, de la concertation, c'est aussi envisageable. Il y a des endroits, donc, notamment sur les questions de l'eau, Juliette, nous on le voit, on a beaucoup formé des techniciens, des techniciennes sur l'eau au dialogue territorial et maintenant l'IFRE est assez en retrait par rapport à
à l'accompagnement qu'on peut mener. Souvent, on les accompagne un petit peu dans l'ombre pour les aider à avoir une méthode dans la durée qui tienne la route, mais c'est eux qui sont à la manette parce que la collectivité s'est dotée des moyens finalement en interne, des compétences en interne. Voilà. Après, quand on est porteur d'un projet, on n'est forcément pas neutre, on est dans la sphère de décision si on s'appuie sur ce que je vous ai présenté tout à l'heure, experts, décideurs et parties prenantes. Donc là, quand on est réellement les décideurs, on ne peut pas animer le travail de dialogue, il y a un conflit d'intérêts évident. Hein. Donc c'est possible sous réserve de se former et sous réserve d'être dans une structure qui assumera le fait d'être neutre dans les discussions. Merci beaucoup. Isabelle, tu souhaites compléter la parole de Cécile? Oui, tout à fait. Juste compléter pour dire que l'objectif, que ça soit de la boîte à outils ou de la formation 2 jours, 2 jours et demi dont vous a parlé Cécile, c'est aussi pour nous de vous faire monter en compétence sur le sujet, hein, comme le cas de ce webinaire de ce jour, pour aussi qu'en tant que porteur de projets potentiels ou acteur du territoire, vous puissiez l'intégrer notamment dans les marchés lorsqu'il y a une consultation pour un projet de NR. Et à titre d'exemple, sur la méthanisation, si vous faites appel à une structure extérieure, puisqu'on le disait, il faut quand même avoir les reins solides pour animer le dialogue territorial, ça peut être pris en compte dans le cadre du financement des études. Sur l'autoconso collectif, parce qu'on le voit, le projet de Saint-Paul-de-Lédax, et je vous remercie pour cette présentation, Monsieur Carbonel, on le voit, c'est à la fois un projet, on va dire, d'autoconso collectif, il y a des acteurs, il y a de la participation citoyenne. Là aussi, vous pouvez être accompagné côté région. Donc, c'était aussi pour vous dire que si vous n'avez pas les compétences ou que vous ne sentez pas avoir les compétences en interne ou sur le territoire, il y a la possibilité de faire appel à une structure extérieure et dans ces cas-là, la prise en charge, alors tout dépend du règlement, mais la prise en charge peut être faite par des financements publics, régions et ou fédères. Je veux bien compléter? Effectivement, nous avons fait appel à du financement de la région pour euh, le démarrage de notre projet. On a eu des aspects juridiques, et ensuite animation, le- oui, animation citoyenne, etc. Et je dirais que sur la concertation, on a essayé de faire de la concertation. euh, la grosse difficulté, c'est de mobiliser les citoyens. Merci de rappeler cette difficulté, François. Il est midi 2. On a presque respecté le timing. Je vous propose donc d'arrêter la visio maintenant. Les supports seront accessibles et on va vous les envoyer donc, la semaine prochaine avec les coordonnées des intervenants. Et donc, pour rappel, n'hésitez pas à contacter les générateurs si vous avez des questions, des besoins de conseils, d'accompagnement. Notre accompagnement, comme je disais en introduction, est gratuit. Et donc, ça peut concerner tous vos projets éoliens, photovoltaïques et hydroélectriques. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.